Bienvenue sur le podcast de The Flares. Alors bonjour à tous, ici Gaëtan de The Flares et on se retrouve pour la série de podcast La Prospective. À travers cette série, notre but est d'explorer l'avenir. Dans cet épisode, je reçois le fondateur du site 500 nuances de geek, centré sur les mondes de l'imaginaire. Alors déjà, ce que je pourrais te demander, c'est de te présenter pour ceux qui ne connaissent pas ce que tu fais, peut-être une courte présentation. Bon, moi j'ai créé 500 nuances de geek il y a une douzaine d'années. C'est une maison d'édition associative. Alors au départ, elle se consacrait à traduire et à publier des jeux narratifs, c'est-à-dire une forme un peu particulière de jeu de rôle, souvent sans maître de jeu, etc. Des machines à créer des histoires, quoi, qui étaient un peu différentes du jeu de rôle. Et puis notre amour des histoires nous a amené à nous intéresser à des œuvres qui n'étaient pas publiées. Donc, par exemple, on a commencé, le premier roman qu'on a publié, c'est une sorte de parodie du Seigneur des Anneaux, écrite par un Russe, Le Dernier Anneau. C'était un roman difficile à traduire parce qu'évidemment, c'était un petit peu délicat avec l'œuvre originale et puis ça coûte cher les traductions. Donc, il avait été traduit en espagnol, en anglais, en polonais, dans beaucoup de langues, et pas en français. Donc, on s'y est attelé. Puis après, on s'est mis à traduire. Je vais pas les citer tous. On s'est mis à traduire d'autres univers qui étaient un peu comme ça laissés en friche. Et puis voilà. Et puis c'est ça qui nous a amené à nous intéresser aux uchronies, parce que les uchronies, c'est un gros morceau de la science-fiction et des cultures de l'imaginaire. Alors ces dernières années, elles ont le vent en poupe, mais elles sont pas forcément bien représentées complètement. On va en parler d'aujourd'hui, donc je dirais un petit peu de quoi il s'agit, ce qu'on a fait là-dessus. Oui, du coup, je pense qu'on peut rentrer dans le vif du sujet sur les uchronies, et donc peut-être la première chose à faire, c'est de définir ce que c'est qu'une uchronie et quelles sont les différentes formes que ça peut prendre. En fait, l'uchronie, c'est un peu particulier, un peu comme la science-fiction, si tu veux, parce que c'est à cheval complètement entre l'histoire au sens sérieuse, quoi, faire de l'histoire, et le roman, quoi, une histoire complètement fictionnelle. Donc il y a deux grandes branches du chroniste. Il y a ceux c'est une pratique, si tu veux, d'un côté, des gens qui sur des forums, qui ont des connaissances en histoire, ou voire qui sont historiens, qui se consacrent à poser un point de divergence et puis à développer en général tout un univers qui en découle, toute une branche alternative de l'histoire. Bon, alors là c'est extrêmement précis. Des fois c'est difficile à suivre, on en reparlera parce qu'en fait c'est ça qu'on a fait. Nous on a repris des histoires développées sur un forum américain, puis on les a un petit peu concentrées. Et donc d'un côté tu as cette tradition là qui est une pratique, c'est une sorte de jeu en fait, c'est un jeu fictionnel. De l'autre tu as toute une tradition romanesque qui utilise l'uchronie soit comme background pour des histoires, soit le plus souvent comme expérience de pensée. Donc c'est pas complètement disjoint de la pratique des uchronies sérieuses entre guillemets, mais ça dépend des romans en fait. Certains romans c'est juste une toile de fond, et pour certains autres c'est le cœur de ce qu'ils écrivent, quoi. Voilà. Donc il y a deux grandes branches, je dirais, d'uchronie. Ouais, j'imagine qu'il peut y avoir un intérêt effectivement pour raconter des histoires narratives, de la fiction, des conflits dans un monde un peu original, mais ça peut aussi être une réflexion sur l'histoire, comment les différents tournants de l'histoire, et si ça aurait été ci ou ça qui se serait passé plutôt que ça. Notre histoire, on la connaît, elle est fascinante à étudier, mais on voit très bien à quel point les choses auraient pu tourner parfois pour pas grand chose. Enfin, c'est souvent le rôle de la chance aussi qui joue le rôle de contingence. Voilà, ouais. Et donc oui, donc tu as mentionné la différence finalement entre uchronie sérieuse et fantaisiste. Ça serait quoi par exemple un exemple d'un des deux, enfin un exemple pour les deux types? Le problème, c'est que je vais me concentrer sur les romans parce que uchronie sérieuse. Alors nous, ce qu'on a fait justement, c'est publier des uchronies issues de la première tradition, c'est-à-dire des gens qui réfléchissent à partir d'un point de divergence à ce qui peut se passer par la suite. Ça, il y a rien qui a été publié jusque-là dans ce domaine. C'est juste sur Internet. Donc notre démarche, nous, justement, ça a été de publier ce genre de choses. Alors, dans le domaine du sérieux, on a de la chance puisque, en fait, les anglo-saxons, les anglo-américains, ils avaient une tradition d'intégration de l'uchronie comme expérience de pensée à des raisonnements contrefactuels en fait, à des raisonnements historiques. Donc il n'y avait pas un hiatus si grand entre la fiction et l'étude de l'histoire sérieuse. Alors par exemple, il y a un bouquin qui est sorti dans les années 90 de Niall Ferguson, un historien anglais. Je crois que c'était Alternative History.
qui avait été traduit en espagnol, mais pas en français. Et voilà, donc c'est des historiens qui s'essayaient à faire des points de divergence. Alors c'était pas romancé, voilà, mais c'était pas non plus un exercice purement historique. Donc c'était entre les deux. Donc pour répondre à ta question, en France, récemment, dans le cadre des uchronies sérieuses, il y a ce bouquin-là qui est sorti, Pour une histoire des possibles. C'est le premier livre à ma connaissance d'un historien, alors 2 historiens, Pierre Singara-Velou et Quentin Dulermoz. Voilà, je le remonte. Ils ont essayé de montrer que c'était une méthodologie possible. Alors, je sais pas si pour faire de l'histoire ou pour réfléchir à notre présent. Donc, leur idée, et le livre est très intéressant pour ça, c'est de dire, les uchronies, elles enrichissent le présent. Elles permettent de se remettre dans le passé, dans la tête des gens de l'époque, à un moment où des options étaient encore ouvertes et qui les envisageaient, qui se sont refermées par la suite, des options politiques. Donc en gros, ce qu'ils disent, c'est que c'est intéressant de faire cette démarche pour aujourd'hui, dans le présent, enrichir les possibles qui restent devant nous. Des possibles qui sont refermés et qui peuvent être réouverts. Je vais donner juste un exemple, parce que sinon c'est un petit peu abstrait peut-être. Donc ici, des tas d'historiens américains ou anglais, américains pour la plupart, qui font déjà cette démarche, sans lui donner de nom nécessairement. Par exemple, Cooper, un historien, alors c'est pas Gary Cooper, hein, je me rappelle plus son prénom, un historien américain qui il étudie la disparition de l'Empire français. Donc il étudie le passage de l'Empire à, dans l'après-guerre, la Communauté française, qui est une organisation qui tente de faire évoluer les anciennes colonies à une sorte de fédération. Et donc, ça figurait encore il y a quelques années dans le préambule de notre Constitution en France, la Communauté française, alors qu'elle n'existait plus. Donc, elle a été dissoute à la fin des années 50, au tout début des années 60. Et je vais pas entrer dans les détails, à moins que, si tu veux qu'on revienne là-dessus, mais il montre qu'en fait, elle n'était pas condamnée par avance. Et qu'en tout cas, à l'époque, c'était des options possibles qui étaient vivantes, qui pour un tas de raisons sont refermées. Ce qu'il veut dire, pour traduire plus simplement, c'est que il y avait un destin commun entre la France et l'Afrique qui aurait pu continuer. Et d'un certain côté, il a continué, puisque tout ce qu'on appelle la France-Afrique, etc., ça s'est fait, mais ça s'est fait en dehors d'une union politique. Ça s'est fait de manière un peu prédatrice, quoi. Ça s'est fait, voilà, ça s'est pas fait de manière organisée, etc. Et voilà, donc c'est intéressant pour dire aujourd'hui. Alors aujourd'hui, par exemple, il y a des questions qui se posent sur le franc CFA. Donc l'Afrique de l'Ouest a conservé une monnaie. Donc le lien n'est pas complètement distendu. Si on regarde le présent, on voit des tas de choses de ces présents non avenus qui sont restés. Donc on les voit différemment du coup. On les voit comme des bouts de quelque chose qui aurait pu être. Voilà. Donc la question du franc CFA, elle se pose actuellement. Et du coup, là, l'Uchronie, elle est utile pour penser ça, pour repenser ça de manière un peu plus large. Voilà. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est intéressant de se dire, ça nous permet aussi, ouais, comme tu disais, de nous, aujourd'hui, parce on oublie souvent qu'on fait partie de l'histoire. Les périodes qu'on vit au présent seront un jour dans les livres d'histoire. Il y a des grands événements. Bon, il y a des événements plus importants que d'autres qui sont clairement, enfin, qui sont marquants, comme la pandémie. Ça, c'était clairement quelque chose qu'on a senti. Il se passait quelque chose. 2001, les attentats du 11 septembre aussi. Et puis, on a eu quand même des périodes assez calmes où on se disait, bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Mais là, on a aussi des guerres qui ont repris, des choses comme ça. Et on peut se dire, effectivement, on est face à un futur ouvert et ce futur, en théorie, se ferme au fur et à mesure que le temps avance et les options se ferment. C'était le cas aussi pour le passé, que nous, on voit comme étant extrêmement fermé, sauf s'il y a des mondes parallèles. Et donc, du coup, c'est vraiment intéressant de se poser ces questions-là et puis se dire que des décisions créent de différents embranchements comme ça dans l'histoire. Il y a souvent aussi un truc avec les uchronies qui, je trouve, est fascinant. Hein. C'est aussi une partie de l'attrait. C'est les cartes qui accompagnent souvent la création d'Uchronis. Et donc, pourquoi, à ton avis, c'est quelque chose qui attire et qui fascine tant? Je suis content qu'on en vienne là parce que, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de mal à... Les uchronies sérieuses, je les ai découverts il y a une vingtaine d'années sur le forum alternativehistory.com, forum américain, mais c'était des uchronies d'une quinzaine de pages en anglais que je maîtrise relativement pas trop bien
Et même si je l'avais maîtrisé bien, il y a tellement de références historiques que c'est très compliqué. Mais malgré tout, pour revenir à ce que tu disais, c'était vertigineux. C'est-à-dire que j'arrivais plus à distinguer ce qui était vrai, ce qui était faux, parce que il cultive la précision, le réalisme, et ça, c'est ça qui donnait le vertige. Donc j'ai dû faire des allers-retours, ça a été une manière de rentrer dans l'histoire, parce que j'ai dû aller me documenter sur ce qui était vrai, ce qui était pas vrai. Voilà. Mais je me perdais dedans. Et donc, pour revenir aux cartes, ce que tu disais, c'est que récemment, moi, j'y suis revenu à travers les cartes, parce que ça te donne une information synthétique, un premier coup d'œil sur un niveau peut-être superficiel, mais une géopolitique complètement différente. Un monde, voilà, de l'aborder graphiquement, visuellement, la complexité, quoi. C'est une manière d'aborder la complexité, alors, qui est simplificatrice, etc. Mais voilà, qui permet de dire, d'avoir une idée des grandes forces géopolitiques en jeu dans ce monde, etc. Donc peut-être, si tu veux, je peux montrer une des cartes qu'on a repris et qui est tirée d'un roman célèbre, pour parler des uchronies plus fictionnelles, si tu veux. Je précise pour ceux qui nous écoutent, c'est évidemment possible que pour ceux qui regardent le podcast sur YouTube, mais voilà, si vous êtes intéressé et que vous l'écoutez que en audio, n'hésitez pas, je mettrai un chapitre pour que ce soit facile d'accès, pour voir cette carte. Donc ça, par exemple, c'est la carte de la Porte des Mondes. Donc c'est une carte qui a été réalisée par Bruce Munro. Donc c'est un des auteurs des uchronies qu'on a. Enfin, c'est le principal auteur des uchronies qu'on a dans l'encyclopédie qu'on va publier. Et donc cette carte, elle est réalisée à partir du monde de ce qui est probablement l'Uchronie romanesque la plus célèbre. Enfin, moi j'ai commencé par là en tout cas. Et c'est La Porte des Mondes. Voilà. Alors, La Porte des Mondes, c'est un roman de Silverberg, de Robert Silverberg, écrivain de science-fiction américain, new-yorkais, publié en 1968. Et il imagine que le point de divergence, le point de départ, c'est la peste noire. Donc il imagine que la peste noire touche plus durement l'Europe au XIVe siècle. Et donc quand les Ottomans arrivent, les Ottomans ils sont déjà là, ils sont dans les Balkans, ils sont en Europe de l'Est, et du coup ils franchissent et ils font la conquête de toute l'Europe, et même ils recolonisent puisque l'Europe est décimée. Et donc aujourd'hui on a ce monde-là, ça permet de le visualiser parce que c'est pas évident de créer des images d'un monde comme ça. Donc déjà pour commencer. Donc là ça c'est le monde d'aujourd'hui. Donc ça a été fait à partir du roman, le roman a eu des suites aussi. Donc en fait l'Europe, elle fait toujours partie, plus ou moins de l'Empire ottoman, on la voit en vert là. On voit que c'est morcelé aussi parce que c'est pas des États au sens moderne, et on voit qu'il y a des nuances de couleurs parce que leur appartenance à l'Empire ottoman aujourd'hui elle est plus ou moins nominative. Alors on voit que l'Allemagne centrale, l'Europe centrale, une grande partie de l'Allemagne là s'est libérée comme l'Angleterre. Et pour le reste de l'Europe, c'est plus nuancé. Alors, si on parcourt un peu le reste du monde, ce qui s'est passé dans cette histoire-là, c'est évidemment l'Afrique et l'Amérique n'ont pas été colonisées. Donc, en fait, les civilisations précolombiennes, on va dire Inca, Aztèques pour simplifier, ont continué à prospérer. Donc, on voit au premier coup d'œil à quoi ressemble ce monde-là, quoi. Il est assez fascinant. Voilà. Et encore une fois, toutes les nuances de couleurs, elles évitent de dire que c'est des États au sens moderne. C'est des formes de domination politique. Alors, il y a pour ça qu'il y a des tas de nuances. Il y a des tas, si tu regardes bien, il y a des tas de petites enclaves, c'est-à-dire des endroits où il n'y a pas d'État, quoi. Ça reste très sauvage, quoi, j'imagine, comme les États-Unis du Nord avant la conquête, les colonisations. Voilà, il imagine que les Aztèques sont allés, les descendants des Aztèques sont allés vers le nord, donc mais pas tout à fait, quoi. Et au sud, donc tu as les Incas qui donc les grandes puissances de ce monde-là, c'est l'Empire ottoman, c'est l'Empire aztèque et l'Empire Inca qui ont l'arme nucléaire, là au point où on en est. Et puis l'Afrique n'a pas été colonisée, donc il y a plein de petits empires qui prospèrent, voilà. Ouais, ok. Ouais, c'est vrai que c'est fascinant. Et puis j'avais entendu parler de cette uchronie, je l'ai jamais lu, le livre original. Moi, dans ma tête, l'Uchronie la plus célèbre, ça va être Le Maître du Haut-Château, parce que j'ai connu Philippe K. Dick assez tôt, donc j'ai lu pas mal de ses livres, et ça a aussi été adapté en série, donc aujourd'hui, je pense que visuellement, les gens
bon, d'une manière générale, quand on dit point de divergence, c'est l'Allemagne nazie qui remporte la Deuxième Guerre mondiale, c'est assez clair le type de monde qui pourrait en découler. Et avec le Japon. Donc effectivement, c'est super intéressant d'avoir des cartes comme ça. Et oui, dans l'ouvrage, toutes les uchronies ont des cartes, si je me trompe pas. Alors, dans notre encyclopédie, c'était un peu l'idée, c'est de faire une encyclopédie un peu fake, une encyclopédie des mondes qui auraient pu être. Donc, c'est le titre de l'encyclopédie. Et donc, le principe, c'était d'avoir une carte chaque fois et une description du monde actuel avec quelques petits flashbacks de comment on en est arrivé là. Donc, il y a une vingtaine d'Uchronies par an. Il y a 2 tomes par encyclopédie. Et le livre est bilingue, donc il est en anglais et en français. Donc nous, on l'a traduit. Voilà. Et voilà, donc chaque Uchronie, elle permet d'avoir... Alors, peut-être pas un panorama complet, parce que ce genre de choses n'a pas été fait jusque-là, en termes de publication papier. Pour l'instant, c'est que sur Internet. Mais on a essayé d'avoir une petite diversité, des points de divergence et des mondes possibles, quoi. À quoi ça aurait pu ressembler. Ouais, puis c'est vrai que bon, je pense qu'on entrera peut-être plus en détail dans certaines des uchronies du livre, mais il y en a des vraiment intéressantes. Juste un truc aussi, c'est est-ce que tu crois, d'après ce que tu as vu dans tes recherches sur les uchronies, dans les forums en Amérique, j'avais entendu parler d'ailleurs ce site-là, Alternate History. Est-ce qu'il y a des périodes historiques ou des événements qui se prêtent plus aux uchronies que d'autres ou qui attirent plus les auteurs ou les historiens? Tu l'as dit toi-même déjà, le plus couru, c'est vraiment Hitler qui a gagné la Seconde Guerre mondiale. Ça c'est vraiment un marronnier. Donc nous, je crois pas qu'on a aucune uchronie là-dessus, parce que c'est pas intéressant de creuser quelque chose qui a été fait 1000 fois et qui est un peu délicat aussi, parce que pour avoir quelque chose d'original à partir de là ou d'intéressant, ça devient un peu compliqué, quoi. Alors par contre, le maître du haut château, ça correspond pas du tout à ce qu'en a fait la série télé. Je sais pas si tu as lu le roman, toi. Ouais, je l'avais lu le roman. Ce qui était vertigineux dans le roman, c'était que tout le long il y a cette histoire de. Alors dans la série, je crois que c'est un film, c'est ça. Il y a un film de notre univers qui est censé être le nôtre, c'est ça. C'est ça. Et c'était c'était dans le roman original, c'est un livre, il me semblait, mais peu importe. Mm-hmm. Et par contre, quand tu le trouves, évidemment, nous, on attend à ce que ça soit notre univers. Ben non, en fait, notre univers n'existe pas. Le livre, il porte sur un univers qui est complètement différent du nôtre. C'est ça un peu la chute du livre, le vertige typique de Philippe K. Dick, c'est que on attend que ce soit notre univers, mais il n'existe pas. Rien nous dit que notre univers est la référence, quoi. C'est un parmi d'autres, et là, il n'existe même pas. Et donc, cette uchronie-là, qui est une uchronie dans l'uchronie, on l'a cartographiée, elle est dans l'encyclopédie, c'est le monde de la libellule, je crois qu'il s'appelle. Voilà, et effectivement, c'est très particulier, puisque Caddy qui raconte une histoire post-guerre qui a été complètement différente à la nôtre. Donc un monde où la guerre a été différente, mais aussi ce qui a suivi après a été complètement différent. C'est vrai que c'est assez fort comme retournement de situation, parce que quand on lit la couverture, la 4e de couverture, on a l'impression que il décrit un univers où dans cet univers, quelqu'un a écrit un livre où les Alliés ont gagné la guerre, ok. Donc on se dit c'est notre univers, parce que moi je suis en train de lire un livre où c'est les nazis qui ont gagné la guerre. Mais en fait non, c'est vrai que ça c'est intéressant. Puis qu'a dit qu'il est assez connu pour changer la réalité, les perceptions de la réalité. J'imagine aussi peut-être qu'il y a des uchronies souvent autour de peut-être l'Empire romain. On se peut toujours se poser la question, et si l'Empire romain de l'Ouest, enfin d'Occident, c'était pas effondrer doucement, parce que c'est pas un effondrement brusque. C'est plus difficile de faire des uchronies sur ça, je pense. Alors, il y en a beaucoup. Le problème, c'est qu'au plus tu remontes dans le temps, au plus, pour le coup, ça devient fictionnel, parce que quand tu te rapproches du XXe siècle, tu restes dans un univers où les personnes qui ont existé continuent d'exister, mais si tu te projettes 1000 ans en arrière, 2000 ans en arrière, rapidement, tu te retrouves confronté à un des concepts qu'il y a dans les uchronies sérieuses, c'est-à-dire l'effet papillon, tout simplement, c'est-à-dire qu'est-ce qui te dit que les personnes qui sont nées dans notre univers vont naître, puisque la naissance de quelqu'un, c'est dû à une série de facteurs très particuliers. Donc très rapidement, les personnes qui ont existé peuvent ne pas exister, et puis là tu te retrouves, si tu pars du principe que l'effet papillon il est fort, très rapidement, à l'échelle d'une génération en fait,
tu te retrouves à pouvoir créer des divergences que tu veux, quoi. Donc en fait, c'est le problème de la liberté qui se pose. Parce que si tu as toute la liberté devant toi, tu écris ce que tu veux, ça commence à devenir compliqué parce que ça a plus trop de sens, quoi. Et c'est vrai que ça devient pas tellement cohérent parce que se dire aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait ce qu'ils veulent, ce qu'ils voudraient voir, c'est par exemple à quoi ressemblerait notre présent si l'Empire romain ne s'était pas effondré. Mais le problème c'est que, faudrait justifier pourquoi l'Empire romain a perduré pendant 2000 ans, parce qu'il aurait très bien pu s'effondrer plus tard, pas forcément en 476. Et d'ailleurs il y en a qui disent que finalement l'Empire romain il s'est jamais vraiment effondré parce que l'Empire byzantin et ensuite même les Ottomans à une époque ils se revendiquaient comme les héritiers de l'Empire romain. L'Empire ottoman officiellement il faut attendre la Première Guerre mondiale pour qu'il soit détruit, enfin ou en tout cas Et l'Empire réagencé. des Habsbourg et le Saint-Empire romain germanique, ouais. Voilà, exact. Et donc et le mot tsar, ça veut dire César. Mais oui, donc par exemple, il y aurait pas eu enfin, je sais pas, on pourrait imaginer que l'Empire romain n'ait jamais colonisé les Amériques ou des trucs comme ça. Et donc, au mieux, parce qu'il me semble qu'il y a une uchronie dans le livre qui part du principe que c'est Carthage qui a gagné les guerres puniques. Ce qui est intéressant dans cette uchronie-là, c'est que, je dirais, la mauvaise utilisation des uchronies, c'est de dire l'Empire romain gagne et l'Empire romain arrive jusqu'ici, jusqu'à notre présent, tel qu'il était il y a 2000 ans. Mais nous, en fait, on est le produit de l'Empire romain. Il a muté. Les langues qu'on parle, c'est des langues issues de l'Empire romain, etc. Donc, en 2000 ans, les choses se maintiennent pas en l'état d'une manière linéaire, quoi. Donc, justement, dans cette uchronie-là, ils imaginent que c'est Carthage qui a gagné la guerre, mais c'est pas pour ça que l'Empire carthaginois, il va survivre indéfiniment. Donc, il finit par disparaître, et puis il y a un tas c'est comme une espèce de billard, hein, les boules tapent dans tous les côtés. Donc, après, c'est un peu arbitraire les choix qu'ils ont fait, mais ils montrent que Carthage continue à être une puissance commerciale, etc., d'une manière ou d'une autre, mais elle a apporté une contribution, elle a entraîné un changement dans l'histoire qui est fondamental, puisque sans empire, il n'y a pas une romanisation de l'Europe, pour commencer. Donc, on va parler des langues qui sont beaucoup plus proches du celte. On utilise un alphabet, par contre, qui est beaucoup plus proche de celui de Carthage et de l'alphabet grec. Voilà, toute notre culture est changée. Mais après, il y a certains facteurs qui font que il y a d'autres puissances qui s'affirment, et l'histoire continue à tourner, quoi. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait, j'ai fait réaliser à partir de cette uchronie, une carte un peu particulière, qui est pas une carte du monde uchronique, mais une carte qui provient de ce monde, hein, qui est différent. C'est une carte des compagnies aériennes, parce que on commence à avoir des avions dans ce monde-là, dans notre présent, carthaginoises. Donc, on essaie de représenter les lignes aériennes. Et évidemment, c'est très centré autour de Carthage, et on voit un peu comment ils ont tissé leurs réseaux commerciaux, parce que c'est pas un empire au sens militaire, c'est d'abord aussi un réseau commercial. Voilà. Et c'est une culture commerciale. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des petits bouts ça relie, si tu veux, le nord de l'Afrique, grosso modo, et de mémoire, il y a un bout de l'Afrique de l'Ouest. En fait, il y a des comptoirs qui contournent l'Afrique. Et il y a, évidemment, l'Europe est laissée en blanc, puisque voilà, c'est surtout autour de la Méditerranée, ce genre de choses. Donc oui, il y a des uchronies on en a d'autres dans l'encyclopédie sur l'Empire romain. Et la plus célèbre, c'est encore une fois, je crois, celle du même auteur, de Silverberg, qui a fait un roman, une série de nouvelles qui s'appelle Roma Eterna, et ce qui est pas mon préféré, justement, parce que voilà. Mais lui aussi, il évite de montrer que les choses sont linéaires. Comme je crois que son modèle, c'est un petit peu la Chine. Donc régulièrement, il y a des guerres civiles, il y a l'empire qui est scindé en plusieurs unités, qui est réunifié, mais qui change, etc. Voilà. Et on arrive aujourd'hui, dans le présent, avec une situation évidemment qui est pas celle de l'Empire romain de l'Antiquité, mais qui est un ensemble politique où les gens se pensent comme étant une unité, un peu comme en Chine, où ils ont des langues différentes, ils ont des cultures différentes, mais ils se pensent d'abord comme une unité nationale, nationale ou impériale, tandis que nous, en Europe, on a d'abord tendance à se penser comme des petits bouts, comme des États-nations, avant de se penser comme une unité. Voilà. C'est dans cet état-là que je crois que Robert Silverberg, ce qui est intéressant, c'est qu'il décrit une Europe qui ressemble plus à ce qu'est peut-être la Chine aujourd'hui, quoi.
Et oui, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est un ensemble de règles, on va dire, sur les uchronies. T'en présentes quelques-unes dans l'ouvrage au début, des règles sur, déjà j'imagine les gens qui veulent se prêter à cet exercice, certaines règles, on va dire des guides pour faire un travail assez correct, pour pas partir dans tous les sens. Comme tu disais, si tu pars trop loin dans le temps, il y a l'effet papillon, faut faire attention à ça, faut faire attention au Deus ex machina, des choses comme ça. Je sais pas si tu peux en présenter quelques-unes. Oui, alors j'ai essayé, je les ai observés pendant des années sur les forums et j'ai essayé de les formaliser. Alors en gros, les gens, ils s'imposent des règles entre guillemets de bon sens, mais le bon sens, c'est quelque chose qu'il faut expliciter. Donc il y a l'effet papillon dont j'ai déjà parlé, c'est-à-dire avant de commencer, il faut définir quelle va être l'importance de l'effet papillon, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas existé, enfin des personnes qui ont existé. Est-ce qu'elles peuvent continuer à exister si l'histoire a été altérée il y a 500 ans ou il y a 1000 ans? Bon. Donc c'est très peu probable, je sais pas, de voir arriver un équivalent de Kennedy si l'histoire a divergé au moment de Luther lors de la Réforme ou je ne sais quoi. Je crois que la règle essentielle, parce que les citer toutes, ça serait un peu compliqué, mais la règle essentielle, c'est d'être ouvert à la contradiction. C'est-à-dire que le plus gros écueil des uchronies, je crois, c'est d'être perdu dans son monde et d'être un peu le démiurge comme ça de son monde. Et puis, et souvent, ça conduit à des histoires qui sont un peu des fantasmes de toute puissance, quoi. Alors typiquement, parmi les premières uchronies au XIXe siècle, il y a Napoléon conquiert le monde. Donc il se fait plaisir, l'auteur. Napoléon part à la conquête du monde. Voilà. C'est un peu comment dire, des actes manqués ou un peu des fantasmes. Voilà. Donc pour éviter ça, il faut accepter, souvent sur les forums, ce qu'on voit, c'est qu'il faut accepter il faut accepter la contradiction, c'est-à-dire le oui mais. Oui, l'Empire romain survit, mais à un moment donné, il y a une guerre civile et donc voilà, d'être toujours dans cette contradiction, de dire comme une espèce de jeu de ping-pong où tout ne se passe pas selon ma volonté, selon un plan linéaire, voilà. Après, je sais pas si tu as vu d'autres règles qui ont attiré ton attention dans ce que j'ai essayé de faire là sur. Il y en avait une qui était marrante, c'était tu parles de Alien Space Bats, chauve-souris alien. Oui, j'ai essayé de reprendre les expressions qu'il utilisait et qui sont récurrentes, comme l'Alien Space Bat, ASB, et le DS syndrome, le syndrome de la Citroën DS. Alors Alien Space Bat, le plus gros, là, on va vous dire alors, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire si vous commencez à introduire des aliens, des elfes, ou je sais pas quoi dans votre uchronie, bon, beaucoup de gens vont, alors, il faut s'en aller, quoi. Il faut le dire au départ, parce que la plupart du temps, l'intérêt de l'Uchronie, c'est d'être dans les contraintes historiques et de réfléchir plus ou moins dans le cadre de contraintes, de conditions historiques, quoi, à ce qu'il aurait pu être, etc. Bon. Donc, si on s'impose aucune contrainte, on peut introduire n'importe quoi, évidemment. Bon. Donc voilà, on peut le faire, mais en général, il faut prévenir et puis il faut quand même s'imposer des contraintes parce que sinon. Alors, il y en a des uchronies comme ça qui sont marrantes. Hein. Poul Anderson a écrit Les Croisés du Cosmos. Donc il y a beaucoup d'uchronies où tu as des chronies romanesques où tu as des aliens qui arrivent sur Terre. Des fois, ça peut être intéressant. Hein. Des aliens qui arrivent sur Terre à des moments historiques divers. Donc les Croisés du Cosmos, évidemment, ils arrivent au Moyen Âge. Donc la plupart du temps, c'est fait pour créer une histoire baroque, mais ça peut avoir un intérêt ab absurdo, c'est-à-dire il y a quelques uchronies où les extraterrestres arrivent pendant la Seconde Guerre mondiale et du coup, les Alliés et Hitler s'allient contre un ennemi plus grand, si tu veux. Ça pose alors c'est plus pour décrire une histoire complètement baroque de à quoi ressemblerait une alliance entre les nazis et les Alliés pour voilà. Ça peut créer des histoires qui sont intéressantes rien que pour cet aspect grotesque. Qui sont, voilà, encore une fois, qui sont totalement intéressantes, mais qui sont plus des uchronies au sens où tu vas plus commencer réellement à réfléchir à l'histoire des possibles, quoi. Encore que, parce que ça pose des questions, quoi. Voilà, donc les ASB, les Alien Space Bat, c'est quelque chose d'un peu particulier. Après, tu as le problème du Deus Ex Machina.
C'est-à-dire que quand tu vas créer une uchronie, encore une fois, tu t'imposes des contraintes. Et évidemment, si tu crées des Deus ex machina toutes les 5 minutes pour justifier les points de divergence, ça devient un peu compliqué parce que tu n'as plus aucune contrainte. Donc, une bonne manière de faire, c'est d'en faire le moins possible. Et si possible, pas du tout. Alors, c'est difficile parce qu'au départ, quand tu altères l'histoire, tu fais intervenir ta volonté. Mais alors, il y a 2 manières d'éviter de faire ça. Hein. C'est de rechercher le Deus ex machina d'abord le plus petit possible. Et on va peut-être en parler, par exemple, sur l'union franco-anglaise. On est passé vraiment à ça pendant la Seconde Guerre mondiale, au début de 1940, au début de la déroute. On est passé vraiment à ça, de créer une union franco-anglaise et qu'elle perdure après, probablement après la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il suffit de vraiment de pas grand-chose pour changer, pour créer le point de divergence. Une autre manière de le faire, c'est de pas le créer directement. Alors par exemple, dans l'encyclopédie, il y a une chronique qui s'appelle Marseille, porte de l'Amérique. Donc apparemment, c'est centré sur Marseille, donc c'est-à-dire qu'il se produit un accident qui est tout à fait probable, c'est-à-dire que avant l'avènement de Napoléon, il y a eu ce qu'on appelle une quasi-guerre entre la France et les États-Unis, enfin l'Amérique, les colonies. Et parce que les Français attaquaient des bateaux, etc., américains, voilà, donc on parle de quasi-guerre. Et il imagine que là, la guerre se réchauffe légèrement, les Américains font des représailles et ils prennent Marseille, voilà, dans le chaos post-révolutionnaire. Et donc, il change un événement de l'histoire, mais en réalité, cet événement, il va y avoir des conséquences sur l'unification des États-Unis, parce que ça va être une pomme de discorde à la politique à aborder envers la France, et du coup, les États-Unis ne vont pas exister. Il va y avoir deux grands États qui vont être créés. Hein. Et du coup, c'est une manière d'altérer l'histoire, mais d'altérer indirectement, de montrer qu'un événement qui n'a rien à voir avec le fait que la désunion politique aux États-Unis, au final, va avoir des conséquences qui sont importantes sur ça. Oui, c'est vrai que c'est des règles qui paraissent logiques, mais je pense c'est important de les prendre en compte quand on veut se prêter à l'Uchronie, notamment, je pense celle où on a tendance, à injecter un peu nos désirs dans l'univers et peut-être exagérer certaines choses et puis après ça finit par être vraiment pas plausible. Après bon, c'est fun, mais si c'est pas un travail très sérieux. Revenons peut-être à l'histoire, avec un grand H, notre histoire. Est-ce que tu penses du coup fondamentalement que l'histoire elle est contingente, ou est-ce que on pourrait quand même se dire qu'il y a des forces, entre guillemets des forces déterministes, des choses qui rendent nécessaires certains événements historiques, en tout cas dans les grandes lignes. Par exemple, je pense à un exemple comme ça, c'est que vu la trajectoire, l'évolution de l'humanité depuis 300 000 ans, avec le fait qu'il y a eu une séparation de deux continents, enfin 2 régions du monde, hein, le nouveau monde avec les Amériques et l'Afrique, l'Europe et l'Asie qui sont connectés finalement, et il peut y avoir des migrations comme ça. Donc à un moment donné dans l'histoire, c'était presque obligé que ces 2 mondes rentrent en collision et qu'il y aurait eu un échange de maladies et forcément des choses comme ça qui se passent. Donc ça c'est on va dire une sorte de nécessité quoi. Mais évidemment quand on rentre dans les détails, les choses sont contingentes. Il suffit qu'il y ait un général qui a un rhume, il se lève pas le matin, la bataille est perdue et ça change toute la guerre. Enfin voilà, des choses comme ça quoi. Écoute, déjà je suis pas historien. Moi j'ai une formation en sciences humaines, donc c'est voisin. Mais alors donc je m'aventurerai pas à dire trop de conneries, mais évidemment la question, je crois qu'elle se pose pour tout le monde, pour les historiens, la question de la contingence et des déterminations. Alors évidemment, le plus simple, c'est de faire une réponse de Normand, quoi. C'est un peu entre les deux. Alors, où entre les deux, difficile à déterminer. Là, par exemple, pour l'exemple que tu as pris, du contact entre l'Europe et l'Amérique, on sait qu'il y a des déterminants forts, c'est-à-dire la promiscuité des populations européennes avec les animaux, qui ont fait qu'ils ont été immunisés à certaines maladies. C'est difficilement contournable, quoi. C'est structurant. Pour autant, il n'y a rien qui dit que ça devait se passer comme ça s'est passé, c'est-à-dire alors pour revenir à la colonisation, quand on voit comment ça s'est produit, Cortés, la prise de l'Empire aztèque, Tenochtitlan et ce genre de choses,
ça n'a rien d'évident parce qu'ils sont une poignée, les Espagnols. Ils rentrent dans la capitale aztèque qui est plus grande que n'importe quelle ville européenne. Enfin, je sais pas si tu connais la Noche Triste, c'est-à-dire la nuit où ils ont dû déguerpir en vitesse parce que les Aztèques ont commencé à se rebeller contre le fait que l'empereur il le tenait en otage, les Espagnols. Ils étaient une poignée dans une ville de 1 million d'habitants. Et donc, quand on voit ça, évidemment, on peut pas s'empêcher de se dire, le plus probable, c'était qu'ils se produisent pas du tout ça, quoi. Le plus probable, c'était que ça soit impossible. Ça paraît impossible, quoi, qu'une poignée d'hommes partent à la conquête d'un empire. En tout cas, on voit très bien que c'était pas le plus probable. Ça tient à une poignée d'hommes, ça tient à l'ambition de Cortés, ça tient à la superstition de l'empereur de l'époque, ça tient à des tas de choses. Et il aurait suffi que l'empereur soit pas aussi superstitieux, et puis les choses auraient été très très différentes. Voilà. Évidemment, si on change quelque chose à l'histoire de l'Espagne, on n'a pas de conquistadors. Les conquistadors, c'est des gens qui viennent d'une histoire où déjà ils ont reconquis l'Espagne, et donc ils arrivent à Séville, ils arrivent à Malaga, ils ont conquis l'Espagne, et puis ils continuent à s'étendre comme ça. Ils continuent à faire la guerre, quoi. Ils continuent à faire ce qu'ils savent faire. Donc là, il aurait fallu changer l'histoire de l'Espagne pour changer ce fait-là. Hein. Mais même si on garde les conquistadors qui débarquent en pays aztèque, on voit que quand même c'est extraordinaire. Alors pour le pays inca, c'est un peu pareil. Il y a un historien, et je crois que c'est Singaravello qui l'aborde dans Pour une histoire des possibles. On voit que les Espagnols qui sont dans l'Empire Inca, dans ce qui va devenir le Pérou, ils envoient des lettres au roi d'Espagne en lui disant, en magnifiant un peu, en exagérant leur conquête. Et lui, il dit que, le travail d'historien, c'est d'aller au-delà des documents, évidemment, parce qu'en réalité, les Espagnols n'ont pas conquis le Pérou. Je simplifie parce que c'est complexe. En fait, ils se sont mélangés avec l'aristocratie locale. C'est-à-dire qu'ils ont épousé des filles de l'aristocratie locale. En réalité, ils ont fait souche. Et eux, subjectivement, les Incas, pour eux, c'était pas une conquête, c'était des alliances. C'était du métissage. Donc ça rejoint un peu ce que tu disais sur l'Empire romain, mais là, c'est de l'histoire complètement, parce que quand nous on dit les Espagnols ont conquis le Pérou, en réalité, l'élite Inca ne l'a pas vu complètement de cette manière. Une partie de l'élite Inca ne le voyait pas exactement de cette manière-là, quoi. Ça, c'est un travail d'historien. Et je me suis un peu éloigné du problème de la contingence ou des déterminants. Mais quand on creuse un peu sous la surface, des documents historiques, par exemple de ces lettres envoyées par les Espagnols à la métropole, on voit que en réalité, c'est plus compliqué que ça, quoi. C'est ni le problème de la contingence ni des structures, c'est qu'en réalité, ils n'ont pas pu envahir un si grand pays comme ça avec une petite troupe, pour ce qui est du pays Inca. Les choses sont plus compliquées que ça. Oui, puis il y a souvent une relecture du passé qui est faite. En fait, je sais plus, il y a une phrase que j'avais entendue quelque part, c'est que l'histoire, c'est souvent, chaque époque relie l'histoire d'une autre façon. Nous, aujourd'hui, on interprète l'histoire qui s'est passée, on a des fois du mal à déterminer les faits et tout ça, et ça va être encore plus difficile dans le futur avec les vagues de l'intelligence artificielle qui arrivent là sur nous. On va pouvoir assister à des documentaires historiques qui n'ont jamais eu lieu, des trucs comme ça, donc ça va faire un peu ça fout le bordel. Mais je pense quand même que chaque époque, on revoit l'histoire, on la réinterprète sous la lumière de nos propres inquiétudes aussi, de nos propres choses qui définissent notre époque. Parce qu'il y avait la contingence dans l'histoire, en tout cas avec un grand H, je pense qu'elle est quand même assez large. Peut-être qu'il y a des forces déterministes plus dans l'évolution, dans la sélection naturelle, des choses comme ça. Mais là, on s'éloigne un peu du sujet. Mais oui, je pense qu'il y a aussi des uchronies qui se demandent si jamais les dinosaures n'avaient jamais été éradiqués, quoi. Et là, on se dit, parce que j'avais déjà entendu parler d'une hypothèse comme quoi, si les dinosaures, il n'y avait pas eu d'astéroïdes, ils auraient finalement évolué pour devenir une espèce technologique. Mais là, je me gratte quand même un peu la tête de me demander si c'est pas un peu anthropocentrique tout ça. Un petit peu, ouais. C'est compliqué parce qu'encore une fois, quand tu reviens très en arrière dans le temps,
Mais je voudrais revenir sur ce que tu disais sur les contingences avec un temps de retard, parce que j'ai un exemple en tête. Avant de revenir, si tu veux, sur les uchronies qui remontent au Jurassique, sur la contingence et les déterminants. En fait, typiquement, quand les historiens se posent la question, ce qu'ils essaient de faire, c'est un contrefactuel, de dire si ça c'était ab absurdo, par l'absurde, si ça s'était passé autrement, est-ce que ça aurait changé quelque chose, pour enlever les déterminants, si tu veux, pour voir leur force. Mais ça, c'est déjà une méthodologie historique qui est utilisée dans ce qu'on appelle la cliométrie, c'est-à-dire une branche de l'histoire qui se consacre à mesurer des phénomènes. Et donc, pour mesurer des phénomènes, il s'agit quelquefois de les enlever et de voir quel a été leur impact sur l'histoire. Alors, typiquement, je crois que une des études les plus classiques de la cliométrie, ça a été de se poser la question quel rôle a joué le chemin de fer aux États-Unis, dans l'histoire des États-Unis, pour l'unification et pour l'histoire des États-Unis. Donc, ils enlèvent le chemin de fer et ils essaient de réfléchir à comment auraient été les transports, etc., et à mesurer. Voilà. Donc, ça existe déjà, et c'est une manière, par l'absurde, d'enlever un élément pour mesurer son impact, d'enlever un élément déterminant. Un deuxième exemple, c'est il y avait une liste de discussions sur Yahoo française sur les uchronies, et je me souviens que une fois j'avais lancé une discussion qui avait bien démarré, qui avait bien rebondi après, sur le problème de la démographie en France, c'est-à-dire que d'habitude on a tendance à dire que la France a pas développé ses colonies, surtout à partir du 19e surtout, parce que elle était déjà dans sa transition démographique. C'est-à-dire que très rapidement, sa population ne croissait pas assez. Contrairement à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Angleterre, qui avaient un excédent démographique qui a explosé à peu près à cette époque-là et qui ont utilisé les colonies comme un déversoir de leur population. Et donc on s'est demandé par l'absurde, on a fait un peu la même chose, qu'est-ce qui se serait passé si dans le sud-ouest de la France ou ailleurs il y aurait eu un comportement démographique, une natalité très forte, analogue à celle de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Angleterre. Voilà, donc petit à petit, année après année, on voyait ce que ça pouvait impliquer avec. Donc les discussions n'étaient pas linéaires. Hein. C'était oui mais, c'était à base de oui mais ça permet d'avoir une discussion sur ce que tu disais, c'est-à-dire quel est le poids des déterminants. Voilà. En réfléchissant à si on modifie ce déterminant, qu'est-ce qui se passe. Ouais, et puis je trouve que c'est une approche vachement cohérente parce que ça permet quand on quantifie quelque chose, ça permet vraiment de voir l'impact de quelque chose. S'il y a plus de Français qui vont aller s'établir dans un pays colonisé, du coup, forcément, le poids de l'empire augmente et ce genre de choses. Et qu'est-ce que ça fait sur les tensions géopolitiques, etc. Et est-ce que la France, je sais pas moi, où elle va après. Mais en tout cas, ça permet de poser étape après étape, de rester sur quelque chose d'assez solide plutôt que juste dire ok, imaginons que la France était de la première puissance coloniale au monde, qu'est-ce que ça aurait donné? J'ai l'impression qu'on fait un peu dans le désordre, mais je pense que c'est important aussi peut-être de se poser la question l'historique du genre, parce que je sais pas si tu sais toi à quoi remontent les premières uchronies documentées. Est-ce que c'est quelque chose que finalement qui trotte dans la tête de personnes depuis longtemps, ou est-ce que c'est assez récent comme phénomène? Il y a un excellent livre qui fait ce que tu demandes en gros, c'est-à-dire qui répertorie un peu les uchronies. Alors, donc l'histoire revisitée, c'est d'Éric B. Henriette qui était sur la liste des discussions et qui a été prolifique. Et je crois qu'il y a une suite. Donc voilà, la couverture, au passage, c'est un timbre uchronique, un timbre du Royaume de France, s'il existait encore. Donc la première uchronie, honnêtement, je pense que si on regarde les travaux des premiers historiens, hein, si on revient à Hérodote, je suis sûr que de temps en temps il va faire une uchronie. C'est-à-dire que les historiens, ils en font toutes les 5 minutes en réalité, même à leur corps défendant. Hein. Et alors des fois c'est sur 3 lignes, des fois c'est des développements qui sont un peu plus grands.
Mais l'Uchronie, elle existe dès que on a pu se poser la question ici. Donc il y a des uchronies absolument partout à partir du moment où on se pose la question de ce qui n'a pas eu lieu, est-ce qu'il aurait pu avoir lieu, et du coup qu'est-ce qu'il en aurait résulté. Bon, ceci dit, le terme uchronie, on sait exactement quand c'est qu'il est apparu. C'est quelqu'un qui l'a inventé, c'est un philosophe du XIXe siècle, Renouvier, Charles Renouvier. Et donc il a écrit un ouvrage qui s'appelle l'utopie dans l'histoire, je crois, que je dise pas de bêtises. Donc uchronie, en tout cas, il invente le mot uchronie. Donc, ce qui fait que pour ce qui est des francophones, on utilise beaucoup plus le terme. Je sais pas si les anglophones utilisent le terme uchronie, très peu, je pense. Ouais, je pense qu'en anglais, ça serait plus alternate history. Ouais, voilà. Donc nous, la particularité, c'est qu'on a un néologisme qui remonte à Renouvier. Donc Renouvier est quelqu'un de très sérieux, un philosophe du 19e, ce qu'il fait, c'est que il altère l'histoire. Alors, je me rappelle plus exactement le point de divergence, mais je crois que c'est un empereur romain qui adopte un général pour éviter la guerre civile plutôt que je sais plus qui. Enfin, je regarde mes sources. Et bon, je l'avais lu il y a longtemps. Et à partir de là, il y a une petite altération qui se fait. Alors, il crée pas de petites altérations, mais elles vont se répercuter comme une espèce de domino, d'effet domino, répercuté sur l'histoire en créant des altérations en série, en chaîne, qui vont aboutir à quoi? Qui vont aboutir au fait que, déjà pour commencer, la religion catholique n'est pas proclamée religion de l'Empire. Il y a une diversité religieuse, ça va se poursuivre au long du Moyen-Âge, et on va arriver dans le présent, au XIXe siècle, avec déjà une séparation de l'Église et de l'État, une tolérance religieuse, etc., etc. Donc ça, c'est la première uchronie qui porte ce nom et qui explicitement utilise cette démarche dans quelque chose qui tient à la fois de l'histoire sérieuse et de l'expérience de pensée un petit peu romancée. Voilà, parce qu'il décrit ce monde-là, Renouvier. Et voilà. Et alors, c'est aussi difficile à lire parce que il faut connaître l'histoire qui l'altère assez précisément. Donc, il faut faire des allers-retours. Voilà. Il y a même des petits schémas dans le livre, des petits schémas où il montre l'altération sous forme de lignes brisées. Il essaie de représenter visuellement ce qu'il est en train de faire. Toute la série de points de divergence qui créent le point initial et puis les points qui s'en suivent. Et tout ce qui aurait pu avoir lieu à chaque fois qu'il y a des décisions qui pour lui sont clés. Voilà, donc ça c'est un peu dans le monde francophone du moins, un ouvrage de référence. Voilà. Dans le domaine romanesque, je pense que c'est La Porte des Mondes de Silverberg en 1968. Je crois que c'est vraiment celui-là. Parce qu'en plus, il sort des marronniers de Hitler qui a gagné la guerre, pour montrer un monde où, un monde inversé, où l'Occident, l'Europe sont les colonisés, et voilà. Et il est typiquement dans les préoccupations de ces années-là, de la fin des années 60 et des nôtres aussi. Et on voit d'ailleurs à travers ces deux ouvrages qui sont clés dans l'histoire des uchronies que c'est toujours très lié au présent, évidemment, puisque Renouvier, ce qui le préoccupait, c'est l'émancipation de l'État de l'Église catholique au XIXe siècle. Silverberg, ce qui le préoccupait, c'était le rôle qu'a joué l'Europe dans l'histoire, positif, négatif, voilà, ce genre de choses. Donc après, faire une histoire de l'Uchronie, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que depuis 20-30 ans, la production littéraire en Uchronie a explosé. On a une autre, je crois qu'il y a une troisième Uchronie qui est importante, romanesque, c'est La Machine à différence, Difference Engine de Sterling, de Bruce Sterling. Elle est importante parce que elle fonde un sous-genre de la science-fiction, qui est un sous-genre de l'Uchronie aussi, qui est le steampunk. Donc je crois que le roman est publié en 1989. Et c'est le moment, symboliquement, où la science-fiction commence à regarder dans le passé. Puisque dans La Machine à différence, il imagine que l'informatique se développe à l'époque victorienne avec des machines mécaniques qui n'ont pas d'électronique.
et dans un contexte idéologique et politique qui est complètement différent. Donc il fait exactement la même chose que ce qu'il fait pour le cyberpunk, c'est-à-dire voir l'impact d'une technologie en relation à l'idéologie dominante dans une société, sur la société, mais il fait 100 ans avant. Donc c'est le moment, je pense, où on va commencer à faire de la science-fiction dans le passé. Mais c'est exactement la même chose, c'est de se dire quel est le rôle des technologies sur une société à un moment donné de son état. Ça peut être dans le présent, ça peut être dans le passé, mais le raisonnement est exactement le même. Oui, c'est tout ce qui finit par punk. En général, j'ai l'impression que ça tombe bien dans cette définition parce qu'on a aussi l'atome punk qui se dit qu'est-ce qui se serait passé si le nucléaire avait vraiment révolutionné le monde dans les années 50. Et on voit dans l'esthétisme de l'atome punk, c'est des voitures qui ressemblent aux vieilles Cadillac mais qui volent ou des trucs comme ça. Donc et puis évidemment une présence des robots assez imposante. En gros, je pense dans la Fallout, la série de jeux vidéo, entre dans cette catégorie, mais il y a aussi pas mal d'autres œuvres. Il y a aussi le biopunk aujourd'hui avec le génie génétique. On peut même aller dans le stone punk avec les pierres à feu, ce genre de choses, mais c'est assez rigolo. C'est vrai que c'est un sous-genre assez intéressant et qui, comme le cyberpunk aujourd'hui, qui a retrouvé aussi un attrait visuel, les gens sont attirés par ça, même si c'est en grande majorité des dystopies. Il y a un attrait. Le problème de mon point de vue, justement, c'est que ça a souvent tendance à tourner à l'esthétique. Et tout ce qui est la réflexion derrière, elle a tendance à être occultée, parce que c'est ce qui s'est passé en gros pour le steampunk. C'est devenu un mouvement, ce qui est très bien, hein, mais c'est devenu d'abord un mouvement esthétique, avant d'être un programme d'expérimentation. Alors que les uchronies en elles-mêmes, ça reste de l'expérimentation, tandis que les dérivés du style steampunk, voilà, dieselpunk. Alors c'est marrant justement parce que Sterling, il a refait la même chose il y a une dizaine d'années avec un roman qui s'appelle Pirate Utopia, un roman court qu'on a traduit mais qu'on n'a pas encore libéré, qui est disponible dans notre Tipeee. Et il refait la même chose, mais cette fois il part au début du XXe siècle, dans le nord de l'Italie, dans les terres irrédentes entre l'Empire austro-hongrois et l'Italie. Il imagine une petite enclave qui échappe un peu aux empires, où on conduit des expériences, à l'époque du futurisme aussi, de mouvements idéologiques, etc. Il y a des expériences particulières qui se conduisent, qui sont politiques et qui sont technologiques. Et voilà. Et donc, il crée le dieselpunk à partir de ça, mais c'est toujours avec la même idée, de dire dans un contexte idéologique donné, qui a été le nôtre dans le passé, qu'est-ce qui serait passé si une voie est prise plutôt qu'une autre, quoi. Voilà. Oui, dans des exemples récents, il y a aussi, je l'ai en tête là tout de suite, c'est For All Mankind. C'est une série qui est sortie sur Apple TV et qui raconte en fait et si les soviétiques avaient marché sur la Lune en premier. Et le résultat, qui est très intéressant, c'est la course à l'espace s'arrête jamais parce que les Américains veulent y aller. Et du coup, après, c'est qui est le premier à faire une base sur la Lune, qui est le premier à aller sur Mars, qui est le premier à miner un astéroïde. Bon, ça s'arrête jamais, quoi. Et donc, du coup, ils sont vachement plus en avance sur ce niveau-là. Et c'est un présent qui est tout à fait différent. Enfin, l'Union soviétique ne s'effondre pas en 91, ce genre de choses. C'est aussi, je pense, c'est un point de divergence qui est connu. Oui, celui-là, il est assez couru, même s'il n'a pas été très illustré, mais moi, ce que je pense qui est intéressant là-dessus, et ce qu'on fera peut-être un jour, c'est de faire une série d'Uchronie sur ce thème-là, toute centrée autour de ce thème-là, et en particulier de montrer que ce qu'on a connu, nous, c'est vraiment un accident quelque part, c'est un sous-produit de la guerre froide. C'est-à-dire que normalement, dans le présent, on devrait jamais avoir été sur la Lune jusqu'à présent. Si la guerre froide n'avait pas eu lieu, s'il n'y avait pas eu ce genre de choses. Et quand on regarde l'état des technologies de l'époque, c'est ça qui est amusant, c'est que ça paraît tellement précaire, tellement improbable, que c'est vraiment un exploit dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'ils sont toujours passés très près de l'accident, de la catastrophe. Donc c'est quelque chose qui est bizarrement, qui est dans la réalité, mais qui encore une fois n'était pas le plus probable. Et c'est ça qui est vertigineux, c'est-à-dire d'une certaine manière, si on se met du point de vue d'un autre monde qui n'est pas le nôtre et on raconte notre histoire à nous, ça paraîtrait presque peu crédible de dire on est allé sur la Lune parce que les Russes et les Américains se sont tirés la bourre. Et c'était pas, voilà, c'est vraiment le sous-produit de quelque chose de très particulier, d'une compétition vraiment exacerbée.
Voilà. Alors, dans les uchronies qu'on a dans l'encyclopédie, de temps en temps, on a des compétitions qui conduisent à ce genre de choses. Quelquefois, on a, alors dans des univers, on a une guerre froide entre une union socialiste européenne centrée sur l'Allemagne, où il y a une révolution en Allemagne, et le reste de l'Europe, en particulier les franco-anglais. Donc on a des guerres froides qui conduisent à quelque chose d'analogue. Voilà. Donc c'est amusant de se poser la question chaque fois, dès qu'il y a une guerre froide, c'est un peu un modèle, est-ce que ça conduit à une compétition ou est-ce que ça dégénère? C'est vrai que les uchronies, ça peut aussi voir où il pourrait y avoir des avancées technologiques rapides ou plus lentes, comme par exemple la Deuxième Guerre mondiale précipite l'ère atomique. Et s'il n'y avait pas eu de Deuxième Guerre mondiale, on n'aurait peut-être pas développé la bombe nucléaire et l'énergie nucléaire en 45, quoi. Donc peut-être que ça aurait mis 30 ans de plus, voire plus. Ouais. Oui, alors cette question, elle est souvent abordée justement parce que il y a une espèce de, on se pose toujours la question de, à un moment donné, est-ce que la bombe nucléaire est découverte tout simplement, et donc on a des mondes nucléarisés, des mondes non nucléarisés, et des fois donc on se retrouve comme dans les romans de Charles Stross, c'est Les Princes marchands, on se retrouve avec des mondes qui ont été complètement différents, mais où on aboutit à une espèce de conflit nucléaire, mais qui n'a rien à voir avec le nôtre. Je pense par exemple à Charles Stross, il y a un univers où Napoléon envahit l'Angleterre, il me semble. L'Angleterre, enfin le gouvernement anglais s'est réfugié en Amérique du Nord. Donc je vais pas décrire toutes les chroniques, parce que ça devient de plus en plus bizarre, mais donc on a toujours des invariants, on a toujours des guerres autour de la Perse pour le pétrole, etc. On a la France qui est très influente, et on a une guerre froide entre les dominions français et les dominions britanniques. Et voilà, et à un moment donné dans le monde, ils mettent au point la bombe nucléaire, et chaque fois, on a une espèce de convergence comme ça, de malédiction de la convergence. Voilà, c'est presque dickien, parce qu'on se demande, est-ce que chaque fois, on est condamné à arriver à ce goulet d'étranglement où on tombe sur la puissance destructrice de l'atome, et on se retrouve à avoir potentiellement un holocauste nucléaire. Donc ça c'est amusant, parce que c'est une idée de la convergence. Est-ce que on va y arriver, et quand on y arrive, fatalement, qu'est-ce qui va se produire? Oui, parce que pour le coup, quand on disait l'histoire est pas forcément déterministe, elle est plutôt contingente, mais je trouve que les technologies sont beaucoup plus déterministes, parce qu'elles sont basées sur des principes physiques, que tant que la science fait son travail, on va dire, tant qu'il y a des gens qui ont pour tâche de faire des découvertes scientifiques, on peut imaginer des mondes où c'est pas possible, mais en tout cas, dans certaines uchronies, tu ne vas pas changer fondamentalement ce principe-là. Et donc, les personnes et les différentes nations dans ces mondes uchroniques découvrent des principes fondamentaux en physique, en sciences, tout ça, et forcément, ils vont tomber sur la façon de fusionner l'atome, fissionner l'atome pour faire des bombes. Et donc, ça va peut-être arriver plus tôt ou plus tard, mais ça arrivera, quoi. Oui, c'est un peu comme la convergence dans l'évolution, c'est-à-dire que à un moment donné, effectivement, ça peut arriver. Alors par contre, je suis pas totalement d'accord, parce que ça arrive, mais la technologie, elle implique pas automatiquement, mécaniquement, qu'on en fasse une bombe. C'est ça la question au fond, c'est est-ce que dans quel usage social va être fait de cette technologie? Est-ce que simplement elle va être ignorée, laissée de côté? Parce que une technologie arrive dans des conditions sociales et politiques. Et c'est exactement ce qui Stirling il essaie de faire dans La Machine à 10 francs, c'est-à-dire qu'il dit que si l'informatique se développe à une époque où on a des régimes plus autoritaires, on a le darwinisme social, on a des tas de choses, ça tourne mal. Ah, en gros, c'est ce qu'il dit. Donc il dit qu'une technologie, elle arrive, elle n'est pas indépendante de la société, et du coup, comment elle rentre en interaction? Donc si l'atome est découvert, à quel moment il est découvert? Quelle est l'idéologie dominante dans la société, les rapports de force, etc. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Oui, ça c'est vrai que et ça nous permet aussi de réfléchir encore une fois à notre présent en se disant les technologies qu'on est en train de développer aujourd'hui, est-ce que certaines elles arrivent pas trop vite? Est-ce qu'il faut pas mettre le frein sur certains trucs comme l'IA aujourd'hui, je pense que, mais il y a aussi le génie génétique, la capacité de manipuler le génome et de rendre ça de plus en plus accessible. Est-ce que ça va pas mener à une catastrophe? Parce que si n'importe qui peut être capable de modifier génétiquement un virus, donc il faut faire attention au type de technologie qu'on développe. Peut-être attendre plus longtemps pour que le monde soit plus stable et puis qu'il y ait peut-être des instances internationales plus fortes pour un petit peu gérer des problèmes globaux, quoi.
Bref, mais c'est intéressant. Est-ce que toi, t'as déjà écrit des uchronies, par exemple? Est-ce que t'es déjà prêté à l'exercice? Alors moi j'ai écrit des bouts d'Uchronie. En fait, moi j'ai participé à des forums, par exemple sur la démographie, à des réflexions. Il y a beaucoup de thèmes qui m'intéressent. Par exemple, est-ce que récemment j'ai revu un documentaire sur la Yougoslavie. Est-ce que la Yougoslavie aurait pu survivre? Pas la plus fantastique des uchronies, quoi, mais voilà. Une autre uchronie qui m'intéresse, c'est l'Empire austro-hongrois, c'est-à-dire le Saint-Empire et l'Empire austro-hongrois qui a un petit bout qui est une survivance de l'Empire romain, qui est une survivance d'une Europe qui est pas une Europe des nations en fait. Donc est-ce que l'histoire de l'Europe aurait pu être autre chose, aurait pu rester dans un état pré-national, impérial, voilà. Donc est-ce que l'Empire austro-hongrois aurait pu survivre? Donc ce genre de choses. Donc j'en ai écrit dernièrement justement à cause du jeu de rôle. Je me suis posé la question il y avait certains univers que je voulais faire vivre. Je me suis posé la question, j'ai commencé à en rédiger quelques-unes. Donc je vais terminer pour le jeu de rôle. Donc par exemple, il y en a une où j'imagine que le fascisme n'a pas eu lieu en Italie, de justesse. Donc en fait, les fascistes n'aident pas l'Espagne dans la guerre civile. Du coup, la République espagnole se maintient. Et petit à petit, comme ça, il y a des divergences dans la guerre et puis ce qui en résout, tout ce qui suit quoi, de la Seconde Guerre mondiale et puis sur le reste du XXe siècle. Donc celle-là, j'ai essayé d'écrire à partir d'un point de vue un peu entre guillemets sérieux. Après, souvent, je reprends des univers qui m'ont intéressé. Par exemple, encore une fois, c'est Bruce Sterling qui a écrit une histoire qui est un peu satirique, ironique, où c'est pas vraiment une uchronie, c'est un sous-genre si tu veux, où les Américains trouvent une porte pour voyager dans le temps et ils vont coloniser en quelque sorte le XVIIIe siècle. Pour le pétrole, en fait, ils mettent des pipelines partout. Au passage, ils récupèrent toutes les antiquités, les tableaux d'art. Et en fait, le 18e devient notre tiers-monde, en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent des chewing-gums, ils veulent des banilons, ils veulent de la musique rock, ils jettent la musique classique, ils jettent tout. C'est terrible parce que ça te permet de... Voilà, alors, au premier niveau, ça a l'air d'un truc pas réaliste, mais en réalité, on voit bien à quoi ça sert. Ça sert à penser notre réalité en nous la mettant devant les yeux, quoi, avec quelque chose de grotesque. Parce que ce qu'on voit pas nécessairement, quoi. Oui, parce que au final, c'est un peu une métaphore, parce que il y a encore aujourd'hui des zones sur la planète où on pourrait dire que c'est le passé finalement. Peut-être pas le 18e siècle parce que là c'est quand même loin, mais et donc les pays les plus avancés, effectivement, on pourrait dire ont colonisé les pays les moins développés, ce qui fait que il y a la métaphore du voyage dans le temps un petit peu. C'est ça, et la question que ça pose tout un tas de questions que lui n'a pas développé totalement parce que c'est une petite nouvelle qui était fantastique. C'est dans le recueil fondateur du cyberpunk, d'ailleurs, Mozart en verre miroir, dans les années 80. Et il pose les jalons de quelque chose, d'un genre, qui est en train de devenir un genre. Parce qu'il y a un nouveau roman qui a été publié, proche de ça, il y a 2-3 ans, de Robert Charles Wilson, qui s'appelle La Cité du Futur. Je sais pas si ça te parle. Non, ça me dit rien. C'est un titre intéressant, en tout cas. C'est un excellent roman, justement. Alors, ça a à voir avec les uchronies. C'est plutôt de l'anachronie. Donc, c'est un sous-genre qui est en constitution où ils imaginent que une espèce d'Elon Musk trouve la technologie du voyage dans le temps. Il construit une espèce d'hôtel, l'hôtel du futur, le musée du futur, en plein milieu du Far West américain, 19e, où les gens du passé peuvent voir les merveilles du futur. Et donc, c'est l'histoire d'un vigile recruté chez les indigènes, et c'est vu par ses yeux à lui. Donc, on voit les gens de notre époque, du futur, vus par ses yeux à lui. Et petit à petit, c'est une enquête, puisqu'il y a le président des États-Unis qui manque d'être assassiné dans l'hôtel dans le musée du futur. Et donc, il va enquêter avec une femme de notre époque. Et puis, ils vont aller de surprise en surprise. Je vais pas gâcher le roman, pour ceux qui veulent le lire. Mais c'est un peu la même chose, c'est de dire, on tiers-mondise le passé. Et quel rapport on a, alors, ça pose un tas de questions aussi qui sont le rapport à notre passé, à travers la littérature, où tu sais, par exemple, est-ce qu'il faut condamner les gens qui étaient racistes ou quoi, parce que nous, par rapport à nos valeurs.
Parce que par exemple dans le roman, le personnage principal, il est toujours, alors il est pas raciste, mais il est toujours choqué. Par exemple, il voit des femmes en pantalon, il dit, chaque fois il les appelle femmes en pantalon. Mais tu comprends le contexte dans lequel il vit, et en même temps les gens du futur sont méprisants avec les gens du passé. Ils sont extrêmement méprisants. Ils sont bien nourris, ils sont hautains, et la coexistence du passé et du futur, elle se finit mal. On peut quand même le dire ça. Elle est pas possible. Et du coup, encore une fois, ça pose les questions que tu disais, parce que ça nous renvoie à notre propre passé, mais ça nous renvoie aussi à des situations actuelles sur la Terre, à travers sur notre réalité, à travers plusieurs cultures qui peuvent coexister. Il y a un troisième roman sur le même thème qui file un peu la même métaphore. C'est Les Princes marchands de Charles Stross, qui est préfacé par un économiste, Paul Krugman. Et en gros, donc c'est un univers uchronique, c'est un univers dans lequel l'Europe a été envahie par les Huns, donc il n'y a jamais eu de colonisation des Amériques, et il y a juste quelques Scandinaves qui sont installés. Et parmi ces populations, ils ont découvert la possibilité de voyager dans notre monde. Et en fait, ce qu'ils en ont fait, c'est que quand ils viennent dans notre monde, ils font du trafic de drogue, en fait, parce que ils font les coursiers entre la côte est et la côte ouest des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils prennent de la drogue à New York, ils passent dans leur monde à eux, ils la transportent en catimini sur la côte ouest, enfin, dans leur monde à eux, et ils reviennent dans notre monde à nous. Je sais pas si tu vois, ils passent par leur monde à eux pour, voilà. C'est vachement tordu, mais ouais. Et ouais, alors ça a l'air tordu, mais en fait, c'est parce que c'est moi qui l'explique pas trop bien. Mais dans le roman, c'est assez clair, parce que la conséquence de ça, c'est qu'ils sont devenus infiniment riches dans leur monde. Et petit à petit, on découvre que dans notre monde aussi, où ils ont investi énormément, ils y ont même placé des armes nucléaires au cas où, etc. Alors, en même temps, donc ça s'appelle le monde de la famille, c'est une famille un peu mafieuse. En même temps, la famille, elle est pas très, ils sont pas tous d'accord. Certains, ils veulent envoyer leurs enfants étudier dans notre monde pour commencer à développer une révolution industrielle, et il y en a d'autres qui sont plus mafieux, qui veulent continuer avec les trafics. Donc, c'est un troisième roman, uchronique aussi, mais qui exploite l'Uchronie dans cette fin-là, de dire qu'est-ce qui se passe si je mets les États-Unis et le Mexique à côté. Sauf que le Mexique, là, c'est un monde uchronique qui est dans une autre dimension où les gens peuvent venir dans la nôtre. Ouais, c'est super. J'avais jamais vraiment entendu ce genre d'histoire qui me semble vraiment effectivement quelque chose d'original pour le coup. C'est rafraîchissant, quoi, j'ai envie de dire, d'avoir quelque chose comme ça. Je conseille parce que ça permet de penser notre réalité justement en faisant un petit écart. Évidemment dans l'absurde, puisqu'a priori peut-être qu'il en existe, mais on n'en sait rien, mais en fait on s'en fout, c'est pas le sujet. Mais du coup ça nous permet de voir notre réalité quand on referme le roman sous un jour complètement différent. C'est des outils, des expériences de pensée qui sont des outils pour penser la réalité. Souvent la bonne science-fiction, c'est souvent un discours sur notre monde aussi, hein, quand on regarde les meilleures œuvres. Et donc tu as mentionné le jeu de rôle aussi qui accompagne l'encyclopédie, donc qui s'appelle Fate Alternate. Donc ouais, quel est le principe? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu de quoi ça consiste? Alors c'est un jeu de rôle construit autour du système Fate, qui est un système générique contemporain américain assez répandu. Un système un peu traditionnel, mais qualitatif, hein, qui se fait un peu oublier. Voilà. Alors l'idée c'était, moi j'étais un joueur de jeu de rôle dans les années 80-90, hein, l'idée c'était de reprendre un peu ce qui se faisait dans certains jeux de rôle. Alors Torg, je crois qu'il était américain, Mega, qui était un jeu de rôle français, et qui était le seul jeu de rôle d'ailleurs où vraiment on explorait des univers uchroniques souvent. Et l'idée c'est d'avoir un complément à l'encyclopédie pour explorer les mondes uchroniques, parce que souvent on a envie d'y aller. C'est ça, parce qu'ils sont réels, on a des cartes, et puis au bout d'un moment on a envie d'y aller, quoi, d'aller voir. On veut voir comment c'est. Donc l'idée c'est de les faire vivre et de pouvoir les explorer. Donc voilà, c'est le programme du jeu de rôle. Donc c'est complémentaire de l'encyclopédie. Et alors évidemment c'est pas facile de faire vivre un univers uchronique, hein. Et je me suis rendu compte en cours de route, donc c'est pour cette raison que j'ai écrit quelques uchronies pour faire les scénarios. Mais je me suis aperçu que le plus intéressant, c'était justement ce dont on vient de parler, c'est-à-dire plutôt les anachronies que les uchronies. C'est-à-dire ce monde-là, par exemple, de Mozart en vers miroir, là, où les Américains colonisent le XVIIIe siècle, je l'ai repris
par exemple, dans le jeu de rôle, parce que dans la nouvelle, on sait pas comment ça se termine. Ça se finit en queue de poisson. Donc voilà, ce qu'on propose aux joueurs, c'est de plonger dans la complexité de ce monde, quelles vont être les factions, sur quel ressort on va jouer. Et alors, dans le jeu de rôle, les joueurs jouent les membres d'une espèce d'ONU interdimensionnelle qui se consacre à réguler les passages entre les mondes pour éviter les problèmes de ce genre-là, justement. Et donc là, par exemple, pour ce scénario, la question, ça va être d'aller là-bas et d'essayer de rétablir un petit peu, enfin, de leur rendre leur monde à eux, quoi. Comment leur rendre leur monde? Voilà. Avec toute une série de paradoxes, puisqu'il y a toute une série de personnes dans ce monde-là, ce 19e siècle colonisé, qui ne vont pas vouloir couper les liens. Ils veulent de la musique rock, ils veulent des produits de consommation, ils veulent des voitures, ils veulent des hélicoptères. Pas tous, justement, mais voilà. Donc, comment on va réparer les dégâts? C'est ça la question. Voilà. Comment on répare? Avec qui? Est-ce qu'on peut les réparer? Voilà, tout en ayant quand même un jeu de rôle, c'est fait quand même pour s'amuser, quoi. Donc voilà, il y a toute une idée, il y a des factions, il y a des dangers, parce que il y a certaines personnes qui veulent une chose, d'autres qui veulent l'autre. Donc voilà, pour quelle faction on va prendre parti, comment on va s'acquitter de notre mission, et comment on va se tirer de ce merdier, en gros. Hein, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Ouais, ça a l'air sympa, et puis c'est vrai que les jeux de rôle, ça quand même, enfin c'est vraiment divertissant, c'est enrichissant, et du coup pour parler de jeux, il y a aussi un truc que j'ai constaté depuis quelques temps, enfin ça fait un petit moment, mais il y a aussi tous ces jeux, c'est une catégorie de jeux vidéo qui s'appelle les grandes strategy games, et c'est souvent des jeux de la compagnie Paradox Interactive où on a une carte du monde, généralement de toute la carte du monde, quoi, en entier, et on choisit c'est souvent basé sur une époque historique qui nous place à un moment donné dans l'histoire, que ce soit le 18e siècle pour Victoria III, ça peut être le Moyen-Âge, la Deuxième Guerre mondiale, ce genre de choses. Hein, et à partir de là, c'est presque d'emblée le début d'une uchronie parce que le joueur va pouvoir jouer à être le leader d'un pays ou d'un empire à une époque donnée et du coup faire ses choix et ça mène à des mondes différents. Je sais pas si toi tu y as déjà joué. Est-ce que tu penses qu'aussi le jeu vidéo explore les uchronies assez bien ou... Alors là, je vais peut-être te décevoir parce que à moitié, parce que dans le jeu vidéo, non, mais dans le jeu de plateau, oui. Ouais, d'accord. Alors, je vais prendre un exemple peut-être. C'est une trilogie qui s'appelle BIOS. Donc le premier jeu, tu rejoues l'histoire de la vie. Donc tu peux commencer par altérer. Alors évidemment, comme tout jeu, en fait, tu peux altérer ce qui va se passer. Donc en fait, tu peux sous des contraintes qui sont quand même importantes, tu peux arriver à avoir des formes de vie qui sont extrêmement différentes. Donc là, voilà. Donc après, donc le second jeu, c'est BIOS Origins. Non, le second jeu, c'est Megafauna. Donc on y joue les dinosaures, en gros, les formes de vie plus avancées, plus évoluées, quoi. Voilà, la mégafaune. Et donc c'est une trilogie. Donc ça, c'est le troisième de la trilogie. Là, on y rejoue l'évolution de la conscience, c'est-à-dire la macro-histoire depuis l'émergence du langage jusqu'à le début de l'ère spatiale, en gros. D'accord, oui, c'est un peu comme Civilisation. Ouais. Et alors, oui, mais pas du tout, en fait. D'accord. Parce que Civilisation, c'était très... on réfléchit beaucoup à la technologie. Il y a un rapport mécanique entre la technologie et la société. Il y a une poursuite à la puissance. Là, c'est beaucoup plus complexe. Alors, je sais pas par où l'aborder, du coup. C'est un jeu qui est vraiment fantastique. Alors, on y commence avec des hominidés. Donc, on peut avoir des diasporas. Il y a plusieurs types d'hominidés. Donc, on peut avoir plusieurs types d'hominidés qui survivent. Hein. Et par exemple, pour donner une idée, on peut être victime d'une épidémie, mais immédiatement après, la conséquence, c'est qu'on est immunisé. On peut ne pas découvrir des bonnes technologies à temps, mais à travers l'exogamie, par le fait de se mélanger avec d'autres peuplades, on peut acquérir à leur contact des colonies. Donc il y a toujours des renversements. Il essaie de simuler de manière beaucoup plus moins mécaniste, basée sur la prépondérance technologique. Il essaie de simuler toute la complexité de l'histoire humaine avec la part
idéologique et l'influence de l'idéologie, des religions, la part biologique, c'est-à-dire tout ce qui est viral, comment ça affecte l'humanité, et tout ce qui est découverte aussi culturelle, qui va des religions en passant par que sais-je, moi, j'ai pas les cartes, on va peut-être regarder parce qu'il y a des tas d'exemples. Oui, alors tout ce qui est philosophie, mais des fois c'est quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Et en plus tout ça, c'est dans la tradition des monster games américains, mais c'est jouable. C'est tout à fait jouable en une après-midi, ce qui est quand même voilà, assez remarquable. Donc, je vais essayer de montrer des exemples. Ça, c'est les hominidés qu'on joue au départ. Ils sont tous à peu près pareils, mais si à l'époque d'avant, si dans le jeu précédent, dans BIOS Megafauna, l'histoire du vivant est différente, tu peux très bien après jouer BIOS Origin, non pas avec des primates qui rentrent dans le langage, c'est-à-dire nous, mais avec des proboscidiens, par exemple des éléphants, qui rentrent dans le langage, ou d'autres formes de vie. Donc en fait, les trois jeux sont liés. Et donc tu peux avoir des uchronies qui vont assez loin, c'est-à-dire tu peux commencer le jeu déjà en ayant altéré ce qui est la forme d'intelligence que tu vas jouer. C'est même pas forcément des humains, quoi. Ouais, tu peux finir à la fin de la partie, dans le 3e volet, avec des dauphins qui colonisent la Lune. Exactement. Tu peux aussi avoir, oui, comme dans cet autre roman de science-fiction, mais tu peux aussi avoir des altérations du climat où tu as une Terre, je vais essayer de voir si on la voit, tu as une Terre qui est totalement océanique. Et tu as un 4e jeu après qui vient par derrière, qui est High Frontier, la frontière haute, où tu vas dans l'espace. Et donc tu peux commencer à la fin du jeu précédent. Donc par exemple, si tu as eu une altération d'une planète océanique, bah tu commences avec des dauphins, bah tu vas dans l'espace avec une planète océanique avec des dauphins. Bon, c'est quand même une exception parce que la plupart du temps c'est pas le cas. Tu joues des humains, des primates. Voilà. Un exemple de carte, là tu as l'automobile. Bon, tu as plusieurs époques. Voilà, j'ai du mal à retracer la complexité du jeu parce que Bah, ça a l'air très complexe, ouais. c'est complexe, mais dans le bon sens du terme, parce que c'est très jouable. Oui, ça a l'air bien réfléchi. Donc là, tu vois un petit peu comment ça marche. T'as différentes époques dans lesquelles tu rentres, quand il y a des crises, voilà, époque industrielle. Alors, on envoie des cartes là, armes à feu, les rouleaux de parchemin. On voit bien. Et des fois, ça peut être des inventions qui ont l'air un petit peu, qui sont pas du tout guerrières, qui ont l'air un petit peu presque anecdotiques. Bon, bah c'est vrai que je vais me renseigner parce que ça a l'air d'être l'occasion de faire une bonne partie dans un monde, une chronique totale. Et ça change aussi du jeu vidéo, quoi. Pour le coup, c'est vrai que... Moi, je pourrais pas parler du jeu vidéo, je connais peu, mais par contre, dans les jeux de plateau, c'est énormément le cas. Tu prends n'importe quel jeu de plateau historique, Respublica Romana, par exemple, où tu vas rejouer les familles de Rome sur plusieurs centaines d'années. Et évidemment, tu peux aboutir à des résultats, je sais pas, une chute de Rome bien avant, ou au contraire, qu'elle dure bien plus. Donc tous les jeux de plateau historiques, une partie du plaisir, justement, c'est de refaire l'histoire. Hein. Donc là, on vient de sortir Pax Renaissance. Voilà, tu peux aboutir à une Europe qui évolue vers une théocratie plutôt que ce qu'on a connu nous, ou une autre forme de régime ou d'idéologie. C'est ça qui est amusant, quoi. Voilà. Et puis tu en manipules les ficelles consciemment. Tu sais, si tu fais ça, il va se passer ça. Tu connais toute la chaîne de causalité dans un jeu de plateau. Dans un jeu vidéo, c'est pas forcément le cas. Voilà. Des fois, c'est dans la boîte noire. Tu sais ce que tu fais, tu sais ce que tu veux faire, mais tu connais pas forcément toute la chaîne de causalité qui t'y amène. Oui, c'est vrai que il y a différents jeux, mais je pense que il y a eu une tentative de répliquer le style des jeux de plateau dont tu as mentionné dans un univers de jeux vidéo. Enfin voilà, clairement tu as une carte, tu bouges tes troupes, tout ça, et là pour le coup tu as une simulation des événements sur des centaines de siècles, enfin sur des centaines d'années, pardon. Souvent, hein, c'est à peu près un siècle que tu joues. Et tu arrives à un point B. Et là, tu peux te dire, ok. Puis tu peux rejouer en disant, je vais faire autre chose. Donc ça, c'est aussi la rejouabilité est super intéressante. Et voilà. En tout cas, je pense qu'on est arrivé vers la fin de la discussion. Alors du coup, ouais, si tu veux peut-être nous dire où sera présent ce livre, quand c'est qu'il sort, et tout ça, hein, faire la promotion.
Alors, écoute, le livre, c'est le 1er mars, si tout va bien. Je crois que c'est un vendredi qu'on va le lancer sur la plateforme Ulule, une plateforme de crowdfunding. Voilà, donc on va démarrer le soir. Donc, on a des gens qui nous suivent depuis pas mal de temps, hein, qui constituent une base. On espère qu'ils seront là, parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire, puisque donc on fait du jeu, on fait du roman, on est un peu entre les deux là. Un peu entre la fiction, un peu entre le roman et le jeu, quoi. Et donc c'est l'encyclopédie, c'est 2 tomes en papier. Donc nous on l'a déjà traduit, on a illustré, on a refait les cartes, des drapeaux, etc. Donc on a séparé le contenu en 2 tomes parce que il est bilingue et ça va être assez volumineux. C'est dans les 200 pages chaque tome, à 4. Donc le but c'est de financer ces 2 tomes pour qu'on ait pour la première fois ce genre de choses qui soit disponible pour le plus grand nombre, quoi. Nous notre idée c'est vraiment de le diffuser. Et il y a un 3e tome qui en principe ne paraîtra que en EPUB, en PDF, qui est un tome un peu plus marginal, un tome 3 sur les dystopies, les utopies, les rétrofuturs, éventuellement les aliens space bat. Donc on y a mis tout ce qui est un petit peu plus marginal, mais qui peut être intéressant des fois, ne serait-ce que voilà pour l'imaginaire. Et voilà. Et alors si on atteint un palier, si jamais, on sait jamais, hein, si on atteint un palier assez élevé, on pourra toujours le proposer. On espère que ce sera le cas, hein, parce que sont quand même sympathiques. Il y a des uchronies où voilà, Cthulhu Rise dans les années, la fin des années 30. Typiquement quand on joue à l'appel de Cthulhu. Et à quoi ressemblent les années 40. Donc il y a la description minutieuse du monde. On a beaucoup de rétro-futurs dans ce tome 3. Donc des présents d'aujourd'hui, mais décrits dans le passé, dans des romans. Voilà. Donc voilà, on a fait un gros boulot dessus, traduction, d'illustration, etc. On espère qu'on pourra faire le tirage le plus élevé possible pour que ça puisse se distribuer bien. Et puis on va aussi proposer le jeu de rôle, là aussi, dont on a fait la version alpha. Alors là, il faut encore qu'on travaille un petit peu dessus, mais il est prêt à 90%. Et voilà. Donc c'est le 1er mars, vendredi soir. Si les gens veulent le suivre, ils peuvent s'abonner déjà à notre liste d'informations qui est sur notre site 500nuancesdegeek.fr. Et de toute façon, on leur enverra un message quand la campagne commence, quoi. Voilà. Sachant que les campagnes de crowdfunding, ce qui est important, c'est de vraiment mettre le paquet de début, quoi, qu'on soit là dès le début, donc qui est un effet d'entraînement. Je mettrai en tout cas dans la description les liens vers ces ressources et faire en sorte de diriger les gens qui sont intéressés par ces uchronies. Je pense que s'ils ont écouté jusqu'au bout, ils sont intéressés à mon avis. Donc allez jeter un œil à ce livre, Les mondes qui auraient pu être. C'est ça le titre officiel ? C'est ça, Les mondes qui auraient pu être. Super. Merci encore pour ce podcast. Merci à toi.